Bonjour à toi et bienvenue sur Changer d'air. Je m'appelle Clément, je suis ingénieur et entrepreneur, mais surtout je me demande tous les jours ce que je vais bien faire de ma vie. Chaque semaine, je vais à la rencontre de celles et ceux qui changent le monde pour partager leurs histoires et ce qu'ils ont appris sur leur parcours. Alors si tu veux écouter ces histoires incroyables, si tu recherches ta voie dans ce monde complexe, ou si tu veux simplement avoir un impact positif et être heureux, alors ce podcast est fait pour toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode qui a été enregistré avant le lancement du podcast. Et c'est un épisode qui retrace l'aventure d'Epilab. Epilab, c'est l'entreprise que j'avais lancée en 2020 et fermée en 2024, qui développait un test de dépistage pour la tuberculose. Vous verrez que c'est une aventure assez intéressante. On a repris un brevet, on s'est associé avec des chercheuses, on est monté jusqu'à 25 personnes. Et ça fait donc quelques temps que j'avais envie de vous la partager. Cet épisode, en fait, il a à l'origine enregistré et publié sur Let's Fund Out, qui est le podcast de Jérémy Navon, qui transmet et partage les expériences de levée de fonds des entrepreneurs. Je pense que cet épisode, ce sera une bonne introduction à l'aventure Epilab, et j'en ferai peut-être un autre un peu plus complet sur des détails que vous vous posez, sur des questions que vous vous posez peut-être dans le futur. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Maurice Lubetsky et Clément Dubois, cofondateurs d'Epilab. Bonjour à tous les deux. Bonjour Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu particulier car il s'agit du post-mortem de votre startup. Epilab est une startup que vous avez montée en avril 2020 au sein du Dry X Innovation Center de l'École Polytechnique. Vous étiez jusqu'à récemment 17 collaborateurs et vous étiez donné comme mission de répondre à la demande incessante de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, depuis 20 ans, de créer un test de dépistage portable pour la tuberculose. C'est une start-up que vous avez développée pendant 3 ans avec beaucoup de succès et un certain nombre de difficultés. Et l'objet de notre épisode aujourd'hui, c'est d'analyser ce qui a mené à la fermeture d'Epilab en décembre 2023. Cher Maurice et cher Clément, encore une fois très heureux de vous accueillir sur le podcast pour cet épisode un peu spécial. Merci de vous prêter au jeu du post-mortem et hâte de disséquer ensemble les 3 dernières années d'Epilab. Première question que j'ai envie de vous poser. Toi, Clément, tu as fait Centrale Supélec. Maurice, tu as fait les arts et métiers Paris-Tech. Comment vous êtes rencontrés ? Écoute, en fait, Clément est le meilleur ami de mon colocataire avec qui j'habitais d'abord à Atlanta et après à Boston. Et un jour, on était en boîte de nuit à New York. Mon colocataire Jean me dit « Écoute, il y a un mec super sympa avec qui on va faire la fête ce soir. » Je dis « Ok ». Puis quelques danses plus tard, à la fin de la soirée, Clément me partage ses valeurs d'impact et d'entrepreneuriat. Et puis quelques mois plus tard, il me rappelle. Ok. Quelques danses plus tard avec lui ? Entre autres. C'était déjà le début d'une histoire d'amour. Et donc toi, Clément, tu es au master entrepreneuriat de Centrale Supélec. Tout à fait. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu te retrouves à créer un test de dépistage portable pour la tuberculose ? C'est quoi la genèse de ce projet ? Enfin, j'imagine qu'on ne se lève pas un matin en disant « Bon, je vais créer un test de dépistage sur la tuberculose », surtout quand on n'est pas médecin. Tout à fait, c'est une excellente question. C'est quelques rencontres. Une première rencontre avec des entrepreneurs et des chercheurs qui nous expliquent qu'il existe des brevets non exploités, alors qu'ils pourraient répondre à un besoin, à un produit. Dans le cadre de tes études, Dans le cadre de mes études, tout à fait. La deuxième partie, c'est de rencontrer des chercheurs qui ont déposé des brevets, qui ont des inventions. Moi, je cherchais un projet dans le monde de la santé. Et la troisième rencontre, c'est la rencontre avec Elodie et Muriel, qui sont nos 2 associés, qui ont inventé une méthode de dépistage pour la tuberculose. Ça se passe au début du premier confinement. Je rencontre ces dames, elles m'expliquent qu'on a une super méthode de dépistage pour la tuberculose. En 2020, si tu tapes tuberculose sur Internet, la première chose que tu vois, c'est la première pandémie infectieuse du monde. Ok. Devant le VIH, devant la malaria, alors que je pense qu'une semaine avant, c'était une maladie moyenâgeuse pour moi. La deuxième chose que tu vois, t'en avais pas du tout conscience. J'en avais pas du tout conscience. Okay. Et c'est d'autant plus ce qui m'a motivé, et ce qui a motivé Maurice très rapidement après, c'est on a un immense besoin, on a des médicaments, on sait soigner les gens, on a des tests qui existent pour diagnostiquer les gens, mais c'est des tests qui requièrent des infrastructures, ce qui n'existe pas dans les pays touchés en développement. Donc c'est quoi ? C'est l'Afrique, c'est l'Asie, c'est quel pays ? C'est l'Afrique, c'est l'Asie du Sud, c'est les pays en développement, globalement. Donc il manque d'infrastructures pour dépister, c'est ça le problème principal. C'est le problème principal. Et vous rencontrez une équipe qui a créé un module pour dépister, c'est quoi exactement ? Qui a créé une méthode, donc c'est une méthode de laboratoire, c'est quelques réactifs que tu mets avec du crachat, et à la fin de ça, tu peux détecter si les réactifs ont réagi avec la tuberculose ou non. Ok, donc toi, t'avais cette démarche-là, t'es en master entrepreneuriat, t'es assez jeune, t'as quel âge à l'époque ? 23 ans, 24 ans. Ouais, d'accord, une petite vingtaine d'années.
on te dit, il y a une plateforme pour aller regarder où sont les brevets. Enfin, comment Pas vraiment. C'est un réseau social, c'est un Tinder des brevets. C'est une exploration. Tu peux explorer. En fait, tu as des structures qui s'appellent les SAT, les sociétés d'accélération du transfert des technologies. C'est un peu long, mais ça vaut le coup d'aller regarder. Et c'est des structures qui valorisent la technologie des laboratoires de recherche. Ok, donc là tu trouves ce brevet. Elles étaient où les deux chercheuses? Elles habitent à Dijon. À Dijon, donc elles ont développé cette technologie. Tu veux aller les rencontrer et à ce moment-là, en fait, c'est le confinement, c'est ça? Premier confinement qui nous tombe dessus. 3 jours après avoir pris mon billet de train pour aller à Dijon. Donc pas de Dijon. Pas de Dijon, mais rencontre en ligne, quelques échanges en ligne, des échanges extraordinaires puisque c'est des professeurs, donc elles sont très pédagogues avec moi, je leur pose plein de questions. Et en fait, c'est là que Maurice rentre en jeu parce qu'au bout d'une semaine ou deux de travail, on s'amuse bien, on réfléchit, on imagine un projet, mais je vais avoir besoin, moi, de quelqu'un avec qui parler. Donc c'est là que je repense à l'énergumène croisé quelques années plus tôt dans une boîte de nuit à New York. assez dense partagée à New York. Exactement. Pourquoi tu allé le chercher? Qu'est-ce que tu allé chercher? C'est intéressant, hein, on est là, on va disséquer vraiment l'histoire d'Epilab. Qu'est-ce qui fait que tu allé le chercher lui? C'est quoi les compétences que tu allé chercher? Parce que vous avez un parcours qui paraît similaire comme ça. La première vérité, c'est que je suis allé chercher plusieurs personnes, j'ai envoyé plusieurs messages pour des côtés business. Moi, je suis ingénieur et je suis pas quelqu'un qui aime aller démarcher. Et je savais que Maurice avait beaucoup plus cette appétence. Tu m'avais raconté des histoires, il avait monté une autre start-up avant. Donc il y a eu ça, et en fait, c'est même pas la question d'aller le chercher, c'est ensuite que Maurice m'a rappelé 15 fois dans la semaine. et c'est à ce moment-là où ça a paru comme évident. C'était la seule personne qui m'a rappelé plus d'une fois. Et je pense que je vais te laisser la main pour expliquer, mais naturellement, on s'est trouvé complémentaires dans certains aspects que lui voyait et que je ne voyais pas du tout. Et moi, j'avais besoin de son avis. Et donc, on a vraiment construit à deux, avec nos petites mains, et avec Elodie et Muriel de l'autre côté, qui, elle, était un appui scientifique. Donc, toi, tu arrives dès mars-avril 2020. Tu tombes amoureux du projet. T'aimais déjà bien le mec. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui se passe à partir de là? En fait, c'est un concours des circonstances. J'étais dans une société qui faisait du conseil en strat pour du développement économique sur la zone africaine en particulier. Donc la zone d'activité d'Epilab me paraissait vraiment très intéressante. J'avais bossé dans la santé aux États-Unis précédemment et j'avais déjà monté une boîte. Donc tu avais le CV parfait. J'avais le CV parfait, mais surtout j'avais l'envie qui correspondait à ce que Clément cherchait. Ça, c'est la base de départ. C'est un CEO que tu es allé chercher? C'est un partenaire, c'est un associé. Un cofondateur. Et d'ailleurs, la fun fact, c'est qu'au début, sur les slides, on mettait que c'était moi qui étais CEO. Après un long débat, et qui finalement s'est retrouvé naturellement échangé, parce que Maurice faisait la partie administrative, stratégique, financière, donc en fait, c'était plus logique. C'est pas facile. T'as dit quelque chose d'intéressant, t'as dit t'es tombé amoureux du projet, je pense que c'est un des premiers trucs qu'on s'est dit, non? Au téléphone, avant de parler de concrètement la tuberculose, un des premiers trucs, c'était, moi, si j'ai envie de travailler et de m'investir, c'est sur un projet comme ça. Je me rappelle être au téléphone dans mon jardin avec Maurice qui me dit ça. Ouais. Et à l'époque, donc vous avez ces deux chercheuses, comment elles s'appellent, excuse-moi? Elodie et Muriel. Qui sont vos cofondatrices également sur le projet. Tout à fait. Donc elles ont développé cette technologie, elles sont à Dijon. Comment on fait pour travailler avec du coup deux chercheuses qui bossent dans un institut de recherche, l'INRAE en l'occurrence, c'est ça? Tout à fait. Et les intégrer au sein d'une start-up menée par deux jeunes vingtenaires qui sortent tout juste d'école? Je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté qui soit partagée. On donne du nôtre, elles donnent de l'autre, elles donnent de leur temps, elles donnent du leur. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça se fait complètement naturellement. On s'est rendu compte qu'on partageait exactement la même volonté, transférer cette techno qui était de base que de la propriété intellectuelle en un projet qui était concret. Et donc, les appels le samedi soir, le dimanche matin ou dans la semaine un petit peu tard à la fin de leur cours, c'est devenu en fait monnaie courante. Et c'est ça ce qui a permis de prendre en main ce projet. S'il n'y avait pas eu de leur côté cet appui scientifique et cette volonté de nous suivre, on n'aurait jamais créé Epilab. Ouais, vous n'auriez pas pu. Jamais. Vous n'auriez pas pu récupérer le brevet comme ça, l'aspirer, l'intégrer dans la boîte sans les chercheurs. Non, parce qu'il y avait la connaissance historique de tout le développement. On appelle ça la maturation scientifique de la technologie. Et donc, d'un point de vue construction de la boîte, de la start-up et de son capital, comment vous avez fait? Vous avez dû racheter le brevet en question? Vous allez lever de l'argent pour pouvoir l'acheter?
Vous avez, comment on fait hein là, on s'adresse à d'autres potentiellement jeunes entrepreneurs comme vous, qui sortent d'école d'ingénieur, qui ont envie de développer de la deep tech, qui ont envie de changer le monde, comme vous avez déjà touché presque ce rêve des doigts. Hein. C'est quoi le guidebook? Donc déjà, de base, on n'avait pas un rond. Okay. Donc on ne pouvait pas racheter en front le brevet. Ok. Enfin si, on avait peut-être nos prêts pour payer nos études, mais c'était pas pour ça, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le brevet, on a signé une licence de brevet qui avait une certaine valorisation. Cette valorisation, entre guillemets, on l'a échangée contre des parts de notre société. Ok. Donc en fait, ce qu'on a réalisé, c'est une augmentation de capital où on compensait la créance du brevet contre de l'equity de notre boîte. Au profit de l'INRAE, du coup? Au profit de la société d'accélération et de transfert de technologie qui s'appelle aujourd'hui Science. Ok, donc c'est la SAT... C'est la SAT qui était mandataire pour représenter en fait les instituts publics qui possèdent la propriété intellectuelle que nous reprenions. Okay. Et à partir de là, on a fait ce que tout le monde fait quand on devient associé. On a signé un pacte d'associés avec cet institut public et ils sont devenus actionnaires de notre société. Et nous, on a eu une licence exclusive, tout domaine, tout territoire, de la techno qu'on allait développer en fait finalement. Donc là, vous avez la techno, et qu'est-ce qui se passe à partir de là? Parce que vous n'avez toujours pas beaucoup d'argent, j'imagine. On n'a toujours pas d'argent. Donc là, pour développer une tech comme celle-ci, enfin en tout cas l'amener jusqu'au marché, dans le secteur qui est le vôtre, la medtech, en général, ça demande pas mal de thunes. Ça demande pas mal de thunes. On lance une levée de fonds. Ok, ce qui paraît logique. On lance une levée de fonds pour financer finalement toutes les activités. La première activité, c'est une activité de R&D, donc de la biologie concrètement. On travaille avec l'hôpital Bichat. Ok. Qui est le centre national de référence de la tuberculose. Donc, ils ont des patients tuberculeux français. C'est eux qui rassemblent toutes les données tuberculose. Donc, on travaille avec eux sur la partie biologie. On rentre à l'incubateur de l'école polytechnique qui s'appelle le DRAI, enfin le centre qui s'appelle le DRAI X Novation Center, où ils nous prennent par la main sur un grand nombre d'aspects, parce que même si Maurice a déjà monté une boîte, on n'est pas encore des entrepreneurs aguerris, donc ils nous prennent en main sur tous les aspects, d'ailleurs la licence de brevet également, et donc le développement du produit jusqu'à l'industrialisation du produit. Et l'objectif de cette première levée de fonds, c'est d'avoir une première version du produit sur laquelle on teste sur 200-300 patients pour avoir des données cliniques et relever des fonds pour finaliser le produit. Donc là, vous êtes 4. Vous êtes propriétaire des brevets, vous êtes incubé ou accéléré au DRAI X Innovation. Est-ce que vous n'avez pas d'argent pour recruter, à part potentiellement des stagiaires, j'imagine, et vous devez tout de suite lever pour avoir les moyens de faire quelque chose. Vous cherchez combien à l'époque? On cherche, avec la dette en plus, 1 million d'euros, un truc comme ça. On enlève beaucoup plus finalement, mais on cherche ça. Vous levez combien à la fin? On lève en moyenne 1,8 million d'euros. Ok, vous arrivez à lever 1,8 million d'euros, donc un joli seed, que vous levez au bout de combien de temps? 9 mois. Ok, ce qui est plutôt en général dans les temps qu'on entend pour ce type de levée en seed en particulier. Comment ça se passe, cette levée? C'est toi qui la gères, Maurice, ou vous faites ça tous les deux, de concert, ensemble, tout le temps, l'un y va, enfin... En fait, on avait 2 enjeux pendant la levée de fonds. Le premier enjeu, c'était l'argent, fondamentalement, mais aussi de mettre en place opérationnellement la recherche et développement de notre boîte. Oui. Clément, il prend en lead ce sujet-là et le structure. Et moi, je prends en lead le sujet de la levée de fonds. Mais en fait, finalement, très vite, on se rend compte que je dois avoir un pied dans le travail de Clément et vice-versa au tout début. Mais on se structure quand même, on disjoint en fait. Voilà, on partage très rapidement les pôles. Attends, je vois que Clément veut dire quelque chose. moi, j'allais dire qu'au début, on faisait tout à deux. Tous nos appels, on les faisait à deux. Ouais. Et ce que Maurice vient de dire, c'est quelque chose je pense qu'on nous a donné en conseil. On nous a dit, si vous voulez être efficace, vous devez vous séparer les tâches. Et donc, je pense que c'est après peut-être 1 mois de levée et 1 mois de R&D, parce qu'on a eu un stagiaire qui est arrivé dans ces moments-là, on pourra en reparler après. On faisait tout à deux, on faisait tous nos calls à deux, et ça marchait très bien parce qu'on était complémentaires. Mais il y a un moment, comme Maurice a dit, Maurice a pris le lead sur la levée, moi j'ai pris le lead sur la partie R&D. Fallait développer, Fallait développer le projet, le produit, autant la bio que le hardware. Mais à un moment, on s'est rapproché parce qu'en fait, c'était pas possible d'être seul chacun dans sa partie. Oui, et puis sur les derniers rounds, on veut voir les 2 cofondateurs. Bien sûr. Pour le coup, tu l'as aussi pris pour toute l'expertise qui était la sienne. Bien sûr, okay. Tout à fait.
une de nos chances, c'est qu'on n'était pas à la rue financièrement. Parce que la SAT, qui était actionnaire de notre boîte, nous a aidés au début. Ah. Et a accepté de nous payer certaines de nos charges. Donc en fait, on a pu lancer des recrutements, on a pu lancer des contrats de collaboration avec des laboratoires en même temps qu'on commençait à lever des fonds. Et donc en fait, on a généré du crédit auprès de nos investisseurs en même temps qu'on levait. Et donc nos investisseurs qui en fait faisaient une due deal en temps réel sur notre boîte se sont rendus compte qu'on avançait quand même plutôt rapidement. Et au bout de 3-4 mois de discussion, on générait un gros pool de confiance. Et c'est comme ça qu'on a lancé notre levée de fonds. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un alignement des planètes. On a eu une super belle présence médiatique, des articles dans la presse. Dès le début ? Pas dès le début. On a beaucoup bataillé pour ça. Mais on a réussi à avoir tout ça. On a gagné un concours qui nous a permis de faire une super vidéo hyper quali qui présentait exactement les enjeux de la tuberculose et comment est-ce que EpiLab était le rempart au déploiement épidémiologique de la tuberculose. Bref, en fait, c'est ce travail qu'on a fait entre contacter de nombreuses personnes et opérationnellement travailler pour que le produit sorte. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la toute fin de la levée de fonds, on a eu des très bonnes données, en fait. Donc, les investisseurs, quand ils ont mis de l'argent, ils ont vu directement la première brique qu'on promettait se réaliser. Il y avait un bon timing. Et c'est quelque chose que vous aviez pensé ? Vous saviez que vous alliez avoir cette vélocité, que vous alliez avoir ces résultats au fur et à mesure de la levée ou pas du tout ? Franchement, non. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu l'effet que ça a eu, puisqu'on est passé au début de très peu de présence dans les médias, donc une confiance des gens en face de nous assez limitée à un article dans les Échos, une jolie vidéo, des premières données, un stagiaire qui nous fait grandement avancer sur le produit qu'on avait commencé. Et donc en fait, ils voient qu'on n'est pas simplement des jolis présentateurs de slides, mais qu'on est des gens qui faisons des choses concrètes. Et ça a eu beaucoup d'effet. Et tout à l'heure, tu as posé la question, si on aurait pu lancer cette boîte sans Elodie et Muriel, tout à fait impossible de lever des fonds, par exemple, sans Elodie et Muriel. C'est la première question qu'on avait, et d'ailleurs, elles étaient, je pense, souvent là au début, au premier call, et donc la partie scientifique, qui est garant de ça ? C'est les inventrices de la technologie qui sont avec nous, avec qui on avance main dans la main. Ouais. Et qui étaient cofondatrices, ce qui n'est pas toujours le cas. Tout à fait. Okay. C'était indispensable pour nous. Vous aviez quand même au capital déjà une SAT. Est-ce que les business angels que vous rencontrez faisaient pas un peu la gueule ? Est-ce que c'est des montages auxquels ils ont l'habitude ? Non, absolument pas. C'est très compliqué. On s'est retrouvé avec la SAT et en plus l'école polytechnique qui arrivait au capital de notre société, qui elle était moins embêtante en fait. Ils ont plus l'habitude de l'école polytechnique que de la SAT de Dijon, j'imagine. Beaucoup plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je dirais la nomenclature du pacte d'associés avec une SAT, entre une SAT et une société privée, est différente de la nomenclature du pacte d'associés entre des startups et des fonds ou des business angels. Et donc, il a fallu un gros travail diplomatique, politique, pour mettre tout le monde autour d'une table et expliquer qu'il fallait absolument qu'on se mette d'accord pour pouvoir en fait cristalliser cette levée de fonds. Si on ne se mettait pas d'accord, de toute façon, le projet tombait à l'eau. Donc, ça nous demandait beaucoup de temps et d'énergie. Mais on a finalement réussi. C'était quoi le profil des business angels que vous êtes allé chercher ? Comment vous êtes allé les chercher ? Donc, j'imagine que la presse a dû aider autour du projet. Mais c'était des gens qui étaient dans la medtech, qui investissaient particulièrement dans la medtech. Au début, on a cherché à toquer à toutes les portes qu'on pouvait. Donc, via l'incubateur de Polytechnique, via nos réseaux d'écoles, via nos réseaux plus généraux. Et un peu naturellement, ça s'est tourné de plus en plus vers des gens de la medtech. Ah oui, donc effectivement, malgré tout, les gens qui investissent, c'est essentiellement des gens qui étaient du domaine. Et on a touché, je dirais, deux types d'investisseurs, soit des gens du domaine de la medtech, comme tu dis, soit des gens qui ont eu des coups de cœur sur l'histoire qu'on a racontée, soit en ayant des liens avec la tuberculose, soit en ayant des liens dans la santé, et donc, en fait, qui entendent l'histoire, on dit, moi, ça me plaît, vous portez un projet qui a un impact concret, vous avez les données, moi, j'ai déjà travaillé sur la tuberculose, je veux vous aider. Voilà. Ça, là, on entend la belle histoire. Est-ce qu'il y a eu un pire rendez-vous investisseur ? Clément ? Les investisseurs qu'on a rencontrés étaient souvent très bienveillants. Donc c'est des gens qui viennent pour t'écouter, pour t'aider et pour investir leur argent. La difficulté, c'est que parfois, un business angel, il va te challenger sur des sujets qui ne sont pas les sujets que tu as, qui ne sont pas des sujets d'entrepreneur du jour J, mais qui sont sur des sujets, par exemple, quelqu'un qui est dans le monde de la medtech depuis 20 ans, il va avoir des problématiques et des manières de travailler qui ne sont pas les mêmes que les tiennes. Un exemple très concret qu'on a retrouvé tout à l'heure, c'est un investisseur qui nous a challengé sur la réglementation brésilienne.
Donc en disant vous avez de la tuberculose au Brésil et dans 6 ans là je vois que vous allez au Brésil, comment vous faites ça? Et donc c'était complexe pour nous de répondre. Alors dans 6 ans comment te dire? On n'a pas ça, mais comment vous pouvez espérer vous lever de l'argent sans ça? Et donc c'est le genre de difficulté qu'on a eu, et la difficulté là-dedans c'est de rester garder son calme, d'écouter, de dire oui vous avez raison mais il faut accepter que ce sera pour demain. Donc c'est là peut-être la difficulté de travailler parfois avec des investisseurs qui sont pas connectés à ta réalité d'entrepreneur. Et Maurice, en préparant cet épisode, tu nous as dit que vous aviez un investisseur qui vous avait proposé un gros ticket de 200 000 euros et que vous ne l'avez pas pris. Ouais, on a refusé 200 000 euros. C'est rare. Ouais. Non, après, pour le timing, après avoir bataillé pendant 6 mois pour atteindre enfin nos 300 000 euros, et on cherchait 500 000 de business angel. Donc c'était un timing en plus qui était important pour nous. Donc c'était la structuration de cette levée, c'était 500 000 de business angel. Et comment vous êtes arrivé au 1,8 million du coup à la fin, la BPI avec la BPI et une banque privée. Ok. Et donc là, vous devez boucler votre tour de BA pour aller matcher avec la BPI et la banque privée. Vous avez ce ticket à 200 000 euros et vous n'y allez pas. Non, on n'y va pas. C'est quoi l'histoire derrière? En fait, l'histoire, c'est que c'est un financier qui bosse dans la biotech, qui n'a pas énormément de track record dans le domaine, mais qui a l'air plutôt cohérent. On fait 6-7 entretiens avec sa team, et puis on le rencontre. Et j'en parle un peu autour de moi, et on met un petit peu la puce à l'oreille. Et on m'explique que la boîte qu'il dirige est cotée, et qu'il y a eu quelques petites malversations, exactement. Et puis je me fais passer pour un étudiant en master de corporate finance à Dauphine, et j'appelle un journaliste de BFM Business pour qu'il m'explique un petit peu tout ça. Et en fait, je me rends compte que derrière tout ça, l'AMF a un petit peu repiqué les personnes qui sont autour de lui. Je me rends compte qu'en fait, on aurait potentiellement fait rentrer un loup dans la bergerie finalement. Et donc quelques jours plus tard, avec Clément, on se rend compte qu'il n'est pas du tout aligné avec nos valeurs. Et voilà, on lui dit que, au moment où il va signer la term sheet, on lui dit que finalement, on souhaite pas continuer avec lui. Ça s'est passé comment? La première chose, c'est que j'étais très heureux personnellement d'avoir refusé cet investisseur, parce que quand je lui ai écrit ce mail, je me rappellerai toute ma vie, j'étais au café, j'ai mis peut-être 1h30 à écrire ce mail, je l'ai envoyé, 15 minutes plus tard, j'ai reçu une réponse qui me traitait de tous les noms. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, finalement, il avait beaucoup plus d'intérêt qu'il voulait nous le dire, d'investir chez nous, et que potentiellement, il allait faire une manipulation de marché pour pouvoir gagner de l'argent sur notre dos, ce que je trouvais absolument détestable. Et puis, si tu as répondu comme ça, tu te dis heureusement que je ne l'ai pas pris, quoi. Ouais. Tout à fait, exactement. Tu es tout de suite conforté dans ta décision. Comme quoi, l'argent, c'est très important, mais il faut stick to. Pardon, il faut faire sa due deal, quoi. Exactement, et il faut se tenir aux valeurs qu'on a. Il faut pas brader ça, c'est fondamental. Et peut-être se tenir à l'intuition, parce qu'on s'est quand même posé longuement là, on a passé plusieurs jours avant de se dire bon, soit on signe et on est à 500 000 euros et on finit, soit on signe pas et on repart à 300 000 euros. Donc c'était complexe. Et c'est le seul mail, je pense, de toute notre entreprise qui a été agressif qu'on a reçu. Ah ouais. Donc comme tu dis, le moment où on reçoit ce mail, on s'appelle et on se dit c'est une très bonne décision. En même temps, vous vouliez sauver le monde, quoi. J'imagine que vous avez pas eu... Arrêtez, bande de connards, pourquoi vous voulez sauver le monde? Ouais. Donc là, clairement, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon match. Du coup, là, vous êtes un pied au pied du mur, il vous manque 200 000 euros, j'imagine pas beaucoup de temps pour clôturer et que ça se fasse. Vous êtes dans une industrie qui est hautement capitalistique, vous avez besoin d'argent. Vous êtes soulagé, mais en même temps un peu stressé. Comment ça se passe? Comment vous allez chercher ces 200K qui restent? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au fil de l'eau, il y a eu un grand nombre de personnes qui étaient intéressées par le projet. Et nous, on disait, oui, mais bon, attendez, on vous rappellera peut-être s'il y a une place qui se libère. Et donc, très vite, on a réussi à récolter 150 000 euros. Et ce qui est très drôle, c'est que... ça se bouscule au portillon pour venir chez vous, quoi. Tout à fait. Okay. Et en fait, ce qui s'est passé, et on n'avait qu'à choisir, en fait, finalement. Et puis... très rapidement, il y a des gens qui nous ont contactés sur LinkedIn, Clément, c'est ça il me semble. Et en fait, ces personnes étaient absolument extraordinaires et étaient d'accord de compléter la fin du tour. Et donc finalement, refuser ces 200 000 euros, c'était remplacer ces 200 000 euros par des investisseurs géniaux. Donc on a bien fait. Ouais, c'est souvent ce qu'on se dit rétrospectivement.
Vous levez cet argent, c'est quand même 1,8 million, donc c'est vraiment de l'argent. J'imagine qu'après, cher Clément, vous allez recruter, vous musclez ton équipe de R&D. Enfin, c'est quoi l'histoire d'Epilab, de cette levée de fonds que vous bouclez quand finalement ? En été-août 2021. Ok, août 2021 jusqu'à fin 2022. Là, je sais que ça a été très vite, vous avez fait beaucoup de choses. La première chose, tu l'as dit, c'était de recruter des membres, notamment de l'équipe R&D. Donc, on recrute... Le premier recrutement qu'on fait, c'est un stagiaire des arts et métiers qui est responsable produit, donc faire de la CAO, la conception assistée en 3D. La deuxième personne qu'on recrute, je ne sais pas si tu te rappelles, c'est Manon, on cherche un docteur, donc un scientifique de haut niveau en microfluidique et microbiologie. Donc c'est le profil indispensable parce qu'on fait de la bio, on fait de la microfluidique et notre produit assemble les deux, donc on cherche quelqu'un là-dedans. Et donc c'est notre deuxième recrutement qui est assez challengeant. Que tu trouves pas sur LinkedIn en général. Que tu trouves pas facilement sur LinkedIn, mais le monde de la microfluidique est un petit monde, donc en fait tu as des réseaux, tu connais il y a peu de masters, peu d'experts là-dedans, donc tu trouves quand même des candidats, mais c'est un recrutement qui est très challengeant pour nous, Maurice, moi et Lodi et Muriel, on se retrouve face à des gens qui sont techniquement à excellent niveau, et en plus on cherche à savoir si ça va être des bons managers dans le futur, si ça va être des bonnes personnes avec des soft skills. Donc c'est la première chose qu'on fait, c'est recruter pour avancer sur cette R&D. Et donc pour la boîte, comment ça se passe ? Donc la R&D avance, le produit sort quand ? Est-ce qu'il sort en 2022 ou il sort beaucoup plus tard ? Le produit, il sort pas tout de suite. Okay. En revanche, on noue énormément de collaborations avec des grandes institutions internationales. C'est ça l'histoire de 2022. Vous partez à ce moment-là en Afrique, c'est ça ? Ouais. Alors racontez-moi un peu ça, parce que c'est une histoire assez folle, quoi. Deux jeunes étudiants, en tout cas tout juste sortis de l'école, entrepreneurs, avec une technologie exceptionnelle qui peut, pour le coup, régler ce problème en tout cas du dépistage de tuberculose à grande échelle. Vous partez en Afrique, poussé par certains de vos experts. C'est quoi les anecdotes folles qui se sont passées à ce moment-là ? La première chose, c'est qu'on part en Afrique parce que les gens qui achètent nos tests, c'est non seulement les financiers, donc l'OMS, et tous les acteurs associés, mais c'est aussi les utilisateurs finaux, donc le programme béninois de lutte contre la tuberculose, tous ces programmes-là. Donc on va en Afrique pour rencontrer le directeur du programme national de lutte contre la tuberculose du Bénin. C'est une expérience extraordinaire. Nous, ça fait 1 an qu'on connaît ces gens au téléphone, qu'on appelle l'OMS et qui nous disent plein de choses, mais rien ne vaut en fait le terrain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Maurice. Tu corriges après. Vous avez été, vous étiez reconnu, accompagné par l'OMS. Vous aviez des contacts envoyé par un de nos mentors proches qui s'appelle Laurent Raskin et qui travaillait à la Fondation Mérieux, qui venait souvent sur le terrain. Donc c'est lui qui nous a quasiment pris dans ses valises pour aller au Bénin, à Cotonou. La première chose marrante, c'est que au bout de moins de 24 heures, on se retrouve avec un serpent autour de la tête. Et au bout de 48 heures, on va dans un hôpital béninois. Et là, on se rend compte ce que c'est concrètement. C'est que des choses à même le sol. Donc c'est des salles, mais il n'y a pas d'étage. On rencontre les utilisateurs finaux qui sont des médecins, des infirmiers. On voit leur écosystème. Et on se rend compte que ce qu'on avait imaginé n'était pas du tout la réalité. Et qu'est-ce que vous aviez imaginé et qui n'était pas la réalité ? Les infrastructures médicales qu'il y a autour. En France, quand on va à l'hôpital Bichat, il faut mettre 5 tenues, on passe par un sas, un deuxième sas, on se désinfecte. Et enfin, on peut rentrer dans l'endroit où il y a des crachats de tuberculose. Là, c'est une salle ouverte. Donc, il n'y a pas de hotte, il y a une fenêtre ouverte. Ça travaille tout à fait différemment, mais c'est pas... c'est des normes et des structures différentes. Et ils traitent un volume beaucoup plus gros. On imaginait mettre notre puce, nous, à un certain endroit de la chaîne de valeur, et en fait, elle n'était pas du tout au même endroit. Donc on se retrouve face à des réalités qui ne sont pas du tout les mêmes. On pensait que les gens avaient du temps, mais en fait, ils enchaînaient des centaines d'échantillons. Donc on était... Ça nous a beaucoup transformé la vision du produit. Est-ce que tu dirais qu'à ce moment-là, tu as vraiment ressenti le besoin pour un produit comme le tien ? Oui. Est-ce que c'est devenu beaucoup plus concret ? C'est devenu plus concret puisque quand on parle, par exemple, au directeur de lutte contre la tuberculose de la région dans laquelle on était, il nous dit « Moi, je sais que dans ce village, j'ai une grosse épidémie de tuberculose, mais je ne peux rien faire. » Parce que je ne vais pas envoyer quelqu'un avec un laboratoire sur lui. C'est trop cher, c'est trop de logistique. Donc, si j'avais un test de dépistage, je le mettrais dans un sac à dos d'un quelqu'un, il irait là-bas, il reviendrait le jour même avec des résultats. Ouais, c'est ce qu'on appelle le point of care, quoi. C'est le point of care, exactement. Tu voulais ajouter quelque chose, Maurice, à ce moment-là ? En fait, ce qui était très intéressant, c'est que on était avec le directeur béninois du programme de la tuberculose, qui en fait coordonnait toute l'Afrique de l'Ouest. Le besoin qu'on est allé chercher au Bénin,
C'était un besoin qui était sur un territoire absolument immense, qui représentait une incidence de tuberculeux absolument gigantesque. Donc, quand on a été satisfait du problème auquel répondait notre produit, on était satisfait pas que pour le Bénin, on était satisfait pour une zone énorme. Et à ce moment-là, vos contacts vous encouragent, ils vous disent « Ok, vous avez une solution, on vous fait confiance, allez-y ». Enfin, qu'est-ce qui se passe exactement ? Ouais, on est très encouragés, On nous propose même de rencontrer le ministre des Investissements béninois pour que le Bénin nous accompagne financièrement. Ok. Et donc on se retrouve au palais présidentiel devant le ministre béninois des Investissements. Et en fait, on pitch, comme on pitcherait devant n'importe qui. Et on explique que tous les 3 ans, il y a 14 milliards de dollars qui sont investis dans la tuberculose, la malaria et le VIH. Et le type ne nous croit pas. Comment ça ? Il ne nous croit pas qu'il y a 14 milliards qui sont investis. Et il nous dit, pas de problème, je vais appeler le patron du Fonds mondial. Et là, on le regarde comme ça. Ça fait des mois qu'on veut échanger avec le patron du Fonds mondial. Il prend son téléphone. Il décroche son téléphone. Hello, Chairman. How much is invested each 3 years in tuberculosis, malaria and HIV, please? Il met le téléphone en haut-parleur. Et le chairman du Fonds mondial répond et valide notre montant. Voilà, bref. Au final, les intérêts n'étaient pas du tout alignés. Il n'a pas du tout investi chez nous. Mais je peux vous dire que j'ai vu la goutte de sueur tomber sur la tête de Maurice quand le mec a sorti son téléphone. I'm listening, Chairman. Et cette mise en relation-là, ça a fait quelque chose ou pas ? Écoute, je pense que... C'est un sacré fun fact. Ouais, c'est un sacré fun fact. Franchement, je pense qu'à long terme, ça aurait pu faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand vous rentrez de ce voyage en Afrique ? Vous êtes pas rassuré, mais en tout cas conforté dans l'idée que vous avez une solution qui est adaptée aux besoins, que le marché est extrêmement important, que vous y avez une réponse, on the point of care. Vous ramenez ça aux équipes et puis vous continuez, Clément. On avance, on a plein de challenges à R&D parce que je pense que les auditeurs sont plutôt proches de produits numériques. Et dans l'informatique, on développe très rapidement. On dit à un développeur, il faut que tu fasses ça, et le soir c'est bon, ou la semaine d'après c'est bon, et c'est fini, c'est fini. L'itération en biologie, c'est beaucoup plus long. C'est pas une plateforme SaaS B2B. C'est pas une plateforme SaaS B2B du tout. On dit en début de semaine, nos crachats tuberculeux, ils sont un problème de fluidification. Comment est-ce qu'on fait ça ? On prévoit les expérimentations de la semaine, et en fait, c'est une semaine après, les résultats n'ont pas marché. Donc en fait, on itère de façon très longue sur le produit, et sur la partie biologie comme sur la partie hardware, parce que la microfluidique, c'est pareil, c'est beaucoup de R&D. Et on se creuse la tête. En fait, Maurice participait aux réunions R&D pour essayer d'apporter des solutions. On ferait des brainstorming assez réguliers. Et un fun fact, c'est qu'un jour, on était en train de se dire, bon, peut-être que la microfluidique, c'est trop complexe. Donc, on va essayer de faire autre chose que la microfluidique. On repose le problème de base. C'est-à-dire changer la technologie que vous utilisiez pour... Le hardware. Le hardware. Okay. Ce qui encapsule la technologie globalement. Ok. Les quelques réactions qui sont en laboratoire qu'on a encapsulées dans une puce microfluidique, on va essayer de le faire autrement. Et donc on brainstorm et on se dit, mais en fait, on va faire comme des hackathons. Et on va diffuser dans toutes les écoles d'ingénieurs du plateau de Saclay sur lequel on était. On va faire un hackathon, répondre à cette problématique et gagner 300 €. Et donc faire travailler finalement gratuitement plein d'élèves, mais avec un prix. Et c'est ce qu'on a fait. On est allé afficher des affiches dans l'IUT, dans toutes les écoles centrales Supélec, aux arts et métiers. Et on a eu plein de réponses. Certains ont gagné des prix et on a même déposé un brevet sur cette idée-là. Ok. Donc on continue à innover, on avance sur le produit. Vous avez recruté le mec quand même. Oui, il n'a pas voulu. Ok. Romain, si tu nous entends. Et donc on avance sur ce sujet et Maurice en parlera mieux que moi. En parallèle de ça, on continue à être en contact constant avec l'écosystème en face qui sont les utilisateurs et les financiers. En fait, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que tout au long de la vie d'Epilab, on était en contact avec des dizaines d'ONG basées à travers le monde sur la tuberculose, des dizaines de fondations, des fonds d'investissement qui étaient exactement associés sur nos développements. Et ça a pris énormément de temps en fait, parce qu'on voulait complètement être axé sur la volonté du marché. Et la volonté du marché sur un marché aussi complexe que celui de la tuberculose dans le monde, c'est quoi ? C'est être en contact avec l'OMS, être en contact avec les gens qui reçoivent les fonds que l'OMS déploie à travers le Fonds mondial. Être en contact avec le personnel de soins, comme ceux qu'on est allé voir au Bénin, mais pas que au Bénin. On est aussi allé au Togo, on est aussi allé au Cameroun.
Ça a pris, c'était finalement très chronophage, mais très formateur, parce que c'est ce qui nous a permis de nous rendre compte que, au final, on était un peu désaxé avec le marché. En quoi, du coup, et justement, j'allais t'amener là-dessus, en quoi vous étiez désaxé avec le marché? Qu'est-ce qui matchait pas pleinement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que au sortir de la pandémie du Covid, il y avait encore énormément d'argent et d'énergie à déployer sur le dépistage. Mais on avait réussi à dépister le Covid. Et en fait, les technologies qui ont été utilisées pour dépister le Covid ont été en somme converties un peu pour dépister la tuberculose. Par les grands laboratoires? Par des mastodontes américains et indiens. Et en fait, ça, c'était des informations qui étaient hyper confidentielles. Et en fait, ce qui se trouve, c'est que je me retrouve aux États-Unis en octobre 2022, que j'échange dans un café à Berkeley avec un expert de tous ces sujets de santé publique et surtout associé à la tuberculose, qui est lié à l'OMS indirectement, et qui me dit « Non mais attends Maurice, j'ai des informations confidentielles qui prouvent qu'en fait vous êtes complètement dépassé. » Ah mince. Et vous aviez aucune conscience de ça? On avait conscience qu'on était en train de nous rattraper, mais qu'il n'y avait pas une Formule 1 qui nous avait complètement dépassé. Et c'était déjà le cas, vous ne le saviez pas? Mais c'était complètement confidentiel, personne ne le savait. Okay. Les énormes laboratoires ne publient jamais leurs données avant d'avoir déployé leurs produits et un brevet derrière. Et donc là, tu tombes des nues, j'imagine que tu t'y attends pas. Écoute, il faut être très pragmatique. J'appelle Clément, je lui dis bon, il faut qu'on voit comment on arrive à relever la tête. Est-ce qu'on peut pivoter? Est-ce qu'on peut améliorer notre technologie? Qu'est-ce qu'on fait? Et on a fait un plan d'action hyper structuré. Il te dit ça, t'es à Paris, tu prends une bastos. Une petite bastos. Et qu'est-ce qui se passe les prochaines, enfin les semaines, les petits mois qui suivent? On est fin 2022, c'est ça? On est fin 2022. Juste en amont, tu nous as demandé ce qui s'était passé en 2022, ce qu'on a beaucoup fait en 2022 et en 2021 et tout au long de la boîte, c'est d'aller voir des experts et des mentors et des coachs, autant spécialisés dans la tuberculose que non, pour valider nos démarches générales. Et une des choses qui s'était passée un an avant et venant de nous 6 mois avant, c'est on a un peu peur que notre produit ne suffise pas à répondre aux attentes du marché. Par exemple, on pensait que ça allait fonctionner en 1 heure, ça fonctionne en 2 heures. C'est un peu lent. Et en fait, là, nos mentors, il y a 6 mois avant, nous avaient dit, les gars, pas de souci, de toute façon, même si c'est 2 heures, soit c'est un peu long, mais vous êtes les seuls. Et donc, on s'était quand même déjà pris ces problématiques, on s'était déjà posé ces questions. Donc, ça prenait 2 heures pour détecter la tuberculose. Ouais. Ok, et il fallait, juste pour être très précis, un objet, enfin un testeur, et le testeur était immobilisé pendant 2 heures, avec une personne, un crachat? On a l'équivalent d'une petite bandelette antigénique. Ok. Qui est donc un consommable. Okay. Donc tu vas cracher dans un tube de récolte, tu branches le tube à cette bandelette, nous on appelait ça une cartouche microfluidique, et au bout de 2 heures, tu as ton résultat. Ok. Et donc 2 heures, ça vous paraissait déjà long, vos experts vous disent ok, mais vous êtes les seuls, et à ce moment-là? À ce moment-là, Maurice, moi il m'appelle, il me dit Clément, on a un gros problème. On appelle assez vite Elodie, Muriel, bien évidemment, nos experts à l'hôpital Bichat, nos autres experts scientifiques avec lesquels on travaille en disant bon, on a un souci, les produits qui vont sortir vont être meilleurs que nous. Et une chose qu'on dit peu, c'est que c'est pas un marché dans lequel il y a de la concurrence et tout le monde se bat. C'est un marché dans lequel le ou les 2-3 meilleurs produits sont les seuls sur le marché. Ouais, c'est winner takes all. Quasiment. Okay. Parce que si t'es l'OMS et que tu donnes 10 millions d'euros à un produit, il faut être certain que ce soit le meilleur de très très loin. Ah, parce que c'est l'OMS qui va acheter après. C'est le Fonds mondial qui finance l'ensemble des produits des ONG et des pays en développement. Ouais. Ah oui. C'est ça, là, c'est la difficulté sur laquelle Maurice a travaillé pendant 2 ans. C'est parler aux décideurs politiques, aux financeurs et aux utilisateurs finaux. Qui vous encourageait? Qui nous encourageait tous. C'est comme si tu arrives au début du Covid, t'appelles le gouvernement français, tu dis j'ai un super test pour le Covid. En fait, que tu dises n'importe quoi ou pas, ils te répondent parce que le jeu en vaut la chandelle. Et c'était un peu notre situation. Et là où c'est un petit peu tendancieux cette histoire, c'est que le Fonds mondial et l'OMS nous ont toujours répondu favorablement jusqu'au moment où les produits sont devenus publics et surtout jusqu'au moment où le prix des produits a été divisé par 5 ou 6. Par rapport au vôtre, tu veux dire? Non, par rapport au prix de base qui était initialement accordé. Quand une cartouche valait $40 chez nos concurrents, elle a été
ils ont divisé le prix par 5 ou 6. Et donc, on s'est retrouvé à un prix de test à $8. Et nous, on vendait notre test au début à 10 pour finalement s'abaisser à 5. Ouais. C'était plus cohérent. Ouais. Et moi, c'est une grande claque quand on a appris qu'ils baissaient le test, parce qu'on se dit, s'ils vendent des cartouches à $40, ils font pour la tuberculose, ils n'ont pas une marge non plus de 400%. On apprend qu'ils descendent en dessous de $10, on se dit ok, et en fait on a appris plus tard qu'ils avaient une marge de 300%, donc c'est aussi un petit coup. On est dans le monde de la tuberculose. Honnêtement, on a eu que des réponses positives sur les centaines d'appels et de contacts qu'on a eu. On n'a pas parlé avec cet industriel qui faisait de la PCR pour la tuberculose, et on s'est rendu compte que c'était quand même c'était pas le monde des bisounours, c'était le monde du business dans lequel on essaye de faire le plus d'argent possible, que ce soit même si ça coûte à des patients, des malades de la tuberculose. Donc moi je pense que c'était une grosse claque, ça, autant pour notre projet que pour l'ambiance générale du sujet. Donc là vous êtes au pied du mur. Les prix vont être divisés par 5, vous avez des gros qui arrivent, mais malgré tout vous aviez des éléments tangibles de la réussite de votre solution. Vous aviez fait des études cliniques. On était sur le point de déployer une étude clinique, le fameux objectif de la première levée de fonds, à l'Institut Pasteur du Cameroun à Yaoundé. Donc on avait signé l'étude clinique, on avait la validation du comité éthique, et on est allé à Yaoundé pour préparer cette étude clinique. Donc on est face à un dilemme de est-ce qu'on va faire notre produit, est-ce qu'on va faire cette étude clinique dont on connaît à plus ou moins les résultats, mais on sait que ça ne suffira pas à battre les autres produits. Mais on pourra lever des fonds éventuellement, ou est-ce qu'en fait on arrête tout, on met une pause sur l'étude clinique et on met les bouchées doubles en R&D pour essayer de s'élever au-dessus de ce produit. Et alors vous avez décidé de faire quoi à ce moment-là? On a mis en pause l'étude clinique. On a pris beaucoup de recul avec Elodie, Muriel et tout le comité scientifique en se disant qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser encore nos prix, accélérer nos temps et arriver au niveau de ces produits qui vont sortir. C'est ce qu'on a fait. On a mis toute notre équipe de R&D sur le sujet. On a dit on va pivoter toute la technologie, ce qui est risqué, mais ce qui était en fait la seule solution. Encore une fois, comme d'habitude, on valide en fait avec toute l'équipe et on leur dit cette problématique-là, quelle est la solution que vous proposez, et nous voici les solutions qu'on propose, et on arrive à un accord. Et du coup, vous l'avez pivoté comment, votre technologie? Bah écoute, c'est assez simple. C'était pivotable? Non, c'était pas pivotable du tout. Tu poses la vraie question. Pas du tout pivotable. Mais il y a eu un concours de circonstances. J'étais aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'on n'avait plus de marché. Mais en échangeant avec de nombreux interlocuteurs, j'ai présenté notre technologie à un institut de recherche qui dépendait d'un des plus gros hôpitaux des États-Unis, qui faisait quelques milliards de chiffre d'affaires. Ouais, c'est comme ça aux US. Ouais, je te donne l'idée du budget pour l'innovation. Et dans leur stratégie d'innovation, il y avait une stratégie sur le dépistage du cancer du poumon. Et il se trouvait qu'une de nos briques technologiques rentrait en complémentarité totale avec une de leurs technos pour dépister le cancer du poumon. Et là, en l'espace de quelques semaines, on se rend compte qu'on peut améliorer significativement la technologie de ce partenaire américain, devenir son partenaire industriel et sauver notre société. Et donc, exit la tuberculose, vous étiez plus légitime sur ce marché-là? Non, notre stratégie, elle était assez simple. On finançait la tuberculose en étant le partenaire industriel d'un gros acteur sur le cancer du poumon. Ok. Il faut savoir que sur la R&D en tuberculose, on avait des partenariats en France et des infrastructures qui faisaient que ça nous coûtait peu cher. Et donc on pouvait financer la R&D. Le plan, c'était de se dire cette opportunité, vous surfez sur le on cancer. surfe sur le cancer du poumon, on fait du chiffre d'affaires sur ça et on finance notre R&D sur la tuberculose, parce que le plan qu'on avait, il n'était pas tant impivotable, mais il était beaucoup trop long. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut des semaines, et donc en fait l'idée qu'on avait, elle prenait 2 ans, et on arrivait, sauf que 2 ans on pouvait pas lever des fonds, donc on faisait ce cancer du poumon et on fait ce qui nous servait à financer la R&D pour la tuberculose. Donc là vous êtes sauvé par cet hôpital américain. C'était quel hôpital? Le Cedar Sinai Hospital. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Donc là on est fin 2022 là pour le coup. C'est ça? Okay. Et on est à New York à ce moment-là. Vous êtes à New York. Pour le prix Galien,
qui est les Oscars de la medtech, qui est quelque chose qui est peu connu du grand public, mais on retrouve en fait toutes les grandes boîtes du 440. Et on demandait des anecdotes. Une anecdote marrante, c'est un prix, pardon, c'est un prix français ou américain ? C'est un prix américain, par la Fondation Galien, qui est une des grandes fondations qui finance plein d'innovations sur la médicale. Et donc, on se retrouve avec tous les directeurs des grandes entreprises médicales du monde dans le Muséum d'Histoire Naturelle. À New York, en fait, c'est un pèlerinage pour Maurice et moi. On n'est pas allé dans la boîte, mais on est un peu sorti quand même. Et on se retrouve entouré de startups qui ont été nominées pour le prix Galien. Et là, c'est là où Maurice, en fait, on m'explique plus en détail la problématique des nouveaux tests qui arrivent. C'est là où il m'explique aussi la partie Cedars-Sinai. Et on imagine cette stratégie de financer la tuberculose par le cancer du poumon. Ok, et c'était quoi le fun fact ? Du coup, je t'ai coupé à ce moment-là. C'était qu'on se retrouve dans le Muséum d'Histoire Naturelle, Sharon Stone qui est sur scène, qui dit à tout le monde « C'est vous les stars, ce n'est pas moi les stars, c'est vous parce que vous sauvez l'humanité ». Quasiment le CEO de Pfizer qui arrive en disant sur scène, en disant « Nous, on n'est pas là pour gagner de l'argent, mais vraiment pour le bien de l'humanité ». Et c'était vraiment, on se regardait tous les deux, on se disait « Mais c'est complètement lunaire ce qui se passe ». On venait de manger un dîner complètement faramineux dans le Muséum d'Histoire Naturelle. Donc c'était quand même une expérience assez unique à une période de crise très intense de notre boîte. Et qui, je pense, nous a servi à nous rapprocher et à bien surmonter nos difficultés. Donc là, vous y croyez, vous êtes au cœur de l'innovation medtech mondiale, vous recevez un prix ? On ne reçoit malheureusement pas de prix. Ouais, mais j'imagine qu'il y avait très très peu de prix à recevoir. Le prix a été reçu par un vaccin pour le cancer. Rien que ça. Ou quelque chose qui remettait les yeux qui étaient devenus aveugles. Donc c'était c'était sublime. Je moque du fun fact, mais les innovations étaient vraiment fantastiques. Et vous repartez en France et vous dites « Ok, on est sauvé ». Pas du tout. Ah ouais ? En fait, on se repart en France. Attends une seconde, je me permets, cher Maurice, on fait pas l'ascenseur émotif dans ce podcast juste pour le plaisir. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est pas. Non, la réponse c'est pas du tout. On repart en France juste en se disant. Non, c'est pas du tout. Je fais pas du tout de l'acting là, c'est vrai. Ouais, en gros, ah pardon, c'était dans le. Putain. Et on garde ce passage-là. Vous voyez là, on est en live, on est sans filet. Du coup, vous rentrez comment en France, Maurice ? Non, mais on rentre en France. Moi, j'étais hyper stressé. Je pouvais pas dormir la nuit. Je savais pas si la techno qu'on avait était validée en laboratoire pour le dépistage du cancer du poumon. Je savais juste qu'ils en avaient envie. Okay. Il nous a fallu. C'était les balbutiements. Nous, la stratégie était belle. L'idée était de dire bon, bah génial, ils vont nous financer, mais en réalité, on n'avait rien signé. On savait même pas si nos technologies microfluidiques étaient adaptées à leur dépistage. Donc, comme Maurice dit, eux le pensaient, mais ils en étaient pas certains. Voilà. Et donc. C'est vrai qu'on a fait ascenseur, tuberculose, c'est la galère, on descend, et en fait, bon, opportunité cancer du poumon, c'est génial, mais quand on rentre dans l'avion, on n'a rien. Le cancer du poumon, c'est juste une belle idée. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Et des millions d'euros prêts à se déverser dans votre boîte de la part de cet acteur américain ? Bah, il n'y avait pas que l'acteur américain, il y avait aussi des fonds qui étaient quand même intéressés. Mais il fallait pour cela qu'on signe un deal avec l'acteur américain. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un proof of concept qui montre que l'outil de dépistage peut marcher. Et là, surprise, on a une équipe absolument géniale. On se débat pour avoir du matériel biologique qui nous permet de tester notre techno, parce que nous, on avait du matériel biologique sur la tuberculose, mais pas sur le cancer. Je te laisse imaginer la galère pour avoir les autorisations et pour pouvoir avoir les échantillons qui vont bien pour pouvoir valider notre techno. Et on réussit à faire effectivement ce proof of concept. Et j'allais dire, tu le dis sur l'équipe, mais c'est là où notre équipe est fantastique, c'est qu'on revient de New York avec de nouvelles quand même, en disant bon, on a des galères sur la tuberculose, il va peut-être falloir tout changer ce que vous faites depuis un an, mais à côté de ça, on a une super opportunité cancer du poumon, donc vous allez vous mettre au cancer du poumon. Et sans trop saouler sur les détails techniques, faire pousser de la tuberculose, c'est des bactéries, c'est une galère sans nom, on est dans des boîtes de pétri, mais faire pousser des cellules cancéreuses, c'est une autre galère sans nom, mais qui n'a rien à voir. Donc on leur dit, vous vous lancez dans un nouveau sujet, et c'est là où les recrutements qu'on avait faits ont un peu payé, parce qu'on s'est rendu compte qu'en autonomie, c'était plus nous, on savait pas faire ça, on leur a juste dit, faites quelque chose sur le cancer du poumon s'il vous plaît, et ils ont, comme Maurice a dit, fait quelque chose de fantastique, et fait une belle preuve de concept pour le Cedars-Sinai. Vous avez une preuve de concept, le Cedars-Sinai est conquis. Oui. Et la suite de l'histoire. Parce qu'en fait, il y a un petit cliffhanger. On sait que malheureusement que Epilab n'existe pas aujourd'hui. Et à cette étape-là de l'histoire, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, ça monte encore plus haut parce qu'on avait des intentions d'investissement pour plusieurs millions d'euros en fait. On change, on passe d'une levée de fonds de quelques millions pour la tuberculose à une levée de fonds de 10 millions, 20 millions pour tuberculose plus cancer. Donc un site que vous alliez faire qu'avec des investisseurs français, des internationaux, enfin un site, pardon, une série A. Ouais.
Ouais, non, c'était des investisseurs internationaux. Il y avait de nombreuses personnes qui étaient intéressées par notre projet, ce qui est absolument cohérent vu le marché du dépistage du cancer du poumon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Cedar Sinai Hospital revient vers nous et nous dit que stratégiquement, on n'est plus le partenaire industriel du développement de cette technologie sur le territoire américain, parce que ils vont licencier cette technologie à un interlocuteur américain et qui nous laisse en revanche l'exploitation de la technologie sur le territoire européen. Et c'est là qu'on commence à se poser des questions. On commence à se demander si cette technologie a un sens en Europe. Et après des dizaines d'heures de rendez-vous avec des experts, des dizaines d'heures de lecture de papiers de recherche scientifique, de un, on commence à devenir des experts, et de deux, on commence à se rendre compte que cette technologie n'a absolument aucun sens avec les velléités du corps médical européen. Et qu'en fait, le système européen est complètement lidé par l'innovation aux États-Unis. Et qu'il y a de nombreuses innovations américaines sur le dépistage du cancer du poumon qui sont cotées au Nasdaq et qui sont même pas déployées. Et on commence à se poser de nombreuses questions et on commence à se rendre compte que c'est pas le bon timing et qu'il faut qu'on refuse le deal parce que c'est pas notre métier. Notre métier, c'est de construire des puces et de les envoyer aux États-Unis pour que le produit marche mieux. Mais c'est pas de développer un outil de from scratch du cancer du poumon, sur le cancer du dépistage du cancer du poumon. Et donc vous y allez pas. Et donc on refuse. Comment elle s'est passée cette conversation ? Très sainement. Parce qu'en fait, c'était un deal au début. Le Cedar Sinai nous paye pour faire leur preuve de concept. On leur dit voilà, on a validé que notre puce microfluidique, on peut la faire pour votre produit. Super. Bon, finalement, ce que Maurice vient de raconter, on aimerait que vous développiez votre propre produit cancer du poumon. On revient vers eux, on dit on veut plus de données, on veut plus d'explications. Et on leur dit en fait, pour l'instant, notre sentiment, c'est que c'est pas ce qu'on va faire. Ça aurait pas de sens qu'Epilab fasse ça. Donc on revient vers vous. Et en fait, à la fin, on avait un interlocuteur tout à fait bienveillant et sain qui dit, à qui on explique on va pas pouvoir prendre cette opportunité. Pour nous, c'est pas cohérent. Tous les feux sont au rouge. Maurice a dit qu'on est des experts, mais c'est aussi parce qu'on a parlé à tout le monde, tout notre conseil scientifique, toute notre équipe, et assez unanimement, c'était peut-être moi qui étais le seul qui voulait y aller quand même, parce que je trouvais ça trop beau, le cancer du poumon. On nous dit, n'y allez pas, ça n'a aucun sens. Donc on lui explique ça. Les gars, il n'y a aucun souci, je comprends. À bientôt, quoi. Là, à ce moment-là, j'ai l'impression que vous avez un peu signé votre arrêt de mort, quoi. La tuberculose, malheureusement, vous ne pouvez plus y aller. En tout cas, vous n'êtes plus compétitif. Le cancer du poumon, vous réalisez que vous ne pouvez pas y aller non plus, que économiquement, ça ne va pas tenir. C'est quoi, du coup, la suite de l'histoire d'Epilab à ce moment-là ? La suite, c'est qu'on réalise que notre hardware, ce qui encapsule la recette de cuisine, soit pour le cancer du poumon, soit pour la tuberculose, a franchement une vraie valeur. Et ça, vous ne l'aviez pas réalisé avant ? On le réalise avant, mais on ne se défocalise pas. D'abord, on est sur la tuberculose. Ensuite, après, on est sur le cancer du poumon. Et ensuite, après, on essaie d'ouvrir le prisme. On est sur le cancer du poumon parce qu'on nous le propose. On ne va pas chercher nous-mêmes un autre marché puisqu'on a un produit, c'est le produit tuberculose. Et c'est un retour unanime de tous nos mentors. C'est un conseil, restez focus sur votre produit avec son utilisation. Et là, vous recommencez à ouvrir. Donc, tuberculose, out. Cancer du poumon, out. Et vous allez sur quoi ? Donc le hardware, qui peut faire quoi ? On fait un mapping de toutes les possibilités du hardware. On connecte ça logiquement avec toutes les boîtes qui sont potentiellement associées à ce mapping. Et puis on les contacte et on voit si on peut pas faire une joint venture ou carrément revendre la boîte. Ok. Vous n'allez pas essayer de lever des fonds à ce moment-là parce que ça paraît compliqué. Enfin, avec le Cedar Sinai, j'imagine que oui. Ils vous proposaient de mettre de l'argent d'ailleurs ? Tout à fait. Le Cedar Sinai nous proposait d'investir chez nous. Mais en fait, finalement, on refuse de relever de l'argent parce qu'on trouve que nos résultats, en fait, notre avancement n'est pas du tout assez mature pour aller être crédible devant des investisseurs. Vous avez refusé de l'argent à ce moment-là ? Il y a des gens qui vont quand même toquer à votre porte ? On a refusé parce que les gens de notre board auraient potentiellement été d'accord de remettre de l'argent si on était venu avec un plan qui était dithyrambique. Mais on a choisi d'être extrêmement factuel. En fait, extrêmement clair avec toutes les personnes qui ont choisi de prendre le risque avec nous sur ce projet. C'est la transparence. On s'est posé la question, est-ce qu'on met un peu sous le tapis cette histoire et on lève des fonds avec le cancer du poumon et on avise plus tard ?
parce que ça nous aurait permis de... C'était tentant de prendre l'argent. Enfin, de C'était- prendre l'argent du c'était Seder tentant, Sinai. ouais, c'est ça, d'avancer en disant on met sous le tapis, on fait notre tuberculose et on voit dans 6 mois, mais on s'est posé et rapidement la conclusion c'était c'est pas possible, ces gens-là nous font confiance, on a toujours été transparent, on partage tout. Et si certains nous disent si, moi je vais vous donner l'argent malgré tout ça, je connais tous les enjeux, pourquoi pas, mais c'était pas la logique et donc c'est pas ce qui a été fait. Donc vous recherchez un repreneur. Et ça se repasse comment? Je pense qu'on commence juste par rechercher un nouveau marché. Ok. En se disant, notre puce microfluidique, si le Seder Sinai était prêt à nous payer pour ça, pourquoi pas quelqu'un d'autre? On explore, comme Maurice a dit, on fait un mapping, on parle d'ARN messager, on nous parle de concentration cellulaire, et on se dit, ok, il y a des utilisations de notre puce pour quelqu'un d'autre. Malheureusement, il n'y a pas d'utilisation assez prête pour qu'on nous paye directement, donc c'est là où on cherche un repreneur, ou on cherche à avoir une entreprise avec qui travailler. En fait, plutôt que de lever des fonds et faire ça tout seul, on se dit, si Epilab doit continuer, c'est adossé à quelqu'un qui connaît son marché et qui est prêt à nous accompagner là-dedans. Qui est plus gros que nous, qui a les reins plus solides et qui a les moyens de nous absorber de façon à ce qu'on continue notre action. Et ça s'est passé, vous y êtes arrivé, on a envie de savoir. On a bossé comme des dingues. On a échangé avec des centaines d'industriels. Franchement, on est arrivé jusqu'à une dizaine de due deals. Mais à chaque fois, il fallait plus de résultats. Ou à chaque fois, on nous disait revenez dans 2 ans. Mais on ne peut pas revenir dans 2 ans. On n'aura pas assez d'argent pour tenir pendant 2 ans. Et puis, il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait... il y a eu une augmentation des taux d'intérêt. Donc, les industriels étaient moins d'accord de prendre des risques qu'ils auraient pris 1 an avant. Il y a eu une conjonction d'éléments économiques et factuels sur notre R&D qui a fait que, en fait, ça, c'était pas possible. Et on s'est rendu compte de ça quand même assez tôt pour prendre la décision de faire un dérapage contrôlé de la fin de nos activités et non de s'écraser en vol. Alors, donc, d'une certaine façon, vous avez décidé de la fin de cette activité-là. Comment on planifie la fermeture de sa boîte après avoir un peu touché les cimes, hein. Ça a été le cas en termes de couverture médiatique, en termes de marque d'intérêt, que ce soit les prix prestigieux ou les institutions vraiment pareil, de référence dans votre domaine. Comment on finit? Comment on finit proprement? Je sais que c'est quelque chose qui était très important pour vous. Et je pense que le plus dur au-delà de tout ça, c'était aussi qu'on avait une structure, on était quasiment dans une famille, on se retrouvait tous les jours à Polytechnique, on était une dizaine, plus Dijon, plus Bichat, et donc c'était une vraie équipe qui avançait ensemble, donc ça a été dur de ça. Moi je voulais juste parler du 6 mois avant, on est à New York, on revient de New York et on se dit bon, c'est peu probable qu'on réussisse, donc on a des idées, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de rendre l'argent à tout le monde? Il nous restait un peu de cash, donc on s'est demandé est-ce qu'on ne pourrait pas fermer maintenant, essayer de rendre. Ça n'était pas possible. Et donc en fait on se retrouve... On peut pas rendre l'argent à ce moment-là? On n'en a pas assez, les banques récupèrent en priorité, donc en fait nos investisseurs n'auraient quasiment rien touché. Donc nous ce qu'on voulait c'était rendre aux investisseurs qui nous avaient fait confiance. Et donc 6 mois après on se retrouve dans la même situation. Bon, ça va être compliqué, on n'a pas trouvé de partenaire industriel. Comment est-ce qu'on fait pour faire le dérapage contrôlé, pour faire atterrir notre avion? Et puis là avec les 15 personnes dedans, donc les stagiaires ça va être bon, mais toutes les personnes en CDI, celui qui est en thèse, Elodie, Muriel, comment est-ce qu'on fait atterrir ça? Et donc on contacte, comme d'habitude, nos mentors, nos experts, nos avocats, en disant, bon, on est dans une situation complexe, quelles sont les options? Et donc là, on a eu quelques mois de réflexion sur ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on liquide? Est-ce qu'on cherche un repreneur sur notre propriété intellectuelle? Est-ce qu'on fait un licenciement économique? Quelles sont les options? Et Maurice, alors, quelles sont les options qui se sont imposées? La première option, c'est déjà d'être très transparent avec nos employés. Première option qu'on a prise, je veux dire. C'est-à-dire qu'on les a prévenus au préalable, avant l'été, qu'ils allaient perdre leur job en soi. On les a prévenus en avance, parce qu'on s'est beaucoup posé cette question. Excuse-moi de te couper la parole. on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on leur dit 2 mois en avance, peut-être qu'on va fermer? Risque, ils arrêtent de travailler, et ils disent on se barre. Opportunité, ils sont à fond. On a eu la grande chance la première réaction, c'était de dire « mais attendez, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Epilab ça survive ?» Et donc en fait, c'était peut-être les 3 mois les plus intenses en termes de travail, de R&D, et nous d'exploration, de comment est-ce qu'on fait pour trouver quelque chose. Bon, jusqu'au moment où malheureusement on leur dit c'est la fin. Et c'est quoi cette date de fin? C'était quand?
On a fini en décembre dernier. Donc décembre 2023. Décembre 2023. Donc, ce que tu disais juste avant que Clément reprenne la main, donc vous décidez de dire à vos collaborateurs que ça va être la fin et ils décident d'y aller à fond jusqu'au bout. Les autres éléments que tu veux mettre en avant? On fait une stratégie de liquidation de notre boîte. Donc on est tout seul, mais on se rend compte que la date de la liquidation de notre boîte, ça va être... on va avoir un rendez-vous au tribunal en octobre. Donc on a encore le temps de retrouver un repreneur. De la propriété intellectuelle, de nos actifs technologiques, ou de la société. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que on licencie toutes nos RH, mais on continue à bosser comme des dingues pour valoriser le travail de nos RH en fait. Et d'essayer de trouver une piste qui sauve les activités de la boîte. Ce qu'on ne réussit pas à faire, à quelques petites choses près, parce qu'on a failli revendre la boîte, en fait, juste avant notre premier rendez-vous pour liquider la boîte devant le tribunal, où un fonds anglo-kényan était potentiellement intéressé pour nous reprendre, mais où les termes et le prix n'allaient pas ensemble. Et finalement, on a été représenté, on s'est retrouvé devant un tribunal de commerce et on a liquidé notre boîte. Comment vous vivez avec ça aujourd'hui? Avec la fin de cette boîte-là, on est quelques mois après. Rétrospectivement, comment vous vous sentez? C'est une question difficile. Moi, je me sens beaucoup plus en paix que le moment le plus dur. C'était le moment où on a dit à tout le monde, ça va être peut-être la fin dans 2-3 mois. Parce que là, tu vas avoir des gens que tu as employés dans ton entreprise, avec qui tu as partagé ta vision jusqu'à plusieurs années, et tu leur dis, bon, peut-être que ça va s'arrêter. Et non seulement tu leur dis ça, mais en plus, toi, plus tu avances, plus tu sais ce qui va se passer. Donc, c'est-à-dire, plus tu avances, plus tu sais que c'est de plus en plus mort. Tes proches, ouais. Et eux, ils te demandent, mais c'est bon, vous avez des résultats, ça va aller, et sauf que tu peux pas leur dire, bah non, il y a des chances que ça s'arrête. Donc, on devait globalement continuer à piloter un avion en sachant qu'il allait devoir s'atterrir, en disant à tout le monde, on va jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Et donc ça, c'était très dur. En fait, à partir du moment où il y a eu une fin, Maurice a fait un travail gigantesque sur la partie licenciement économique pour que tout le monde retombe sur ses pattes, ce qui a été le cas. Et donc, au moment où toute l'équipe a quitté l'entreprise, là, moi, personnellement, depuis ce moment, j'ai le cœur léger. On atterrit, on fait ce dérapage contrôlé tant bien que mal. On est passé au tribunal, comme Maurice disait, en décembre. Mais c'est un soulagement, et comme là on est en train de faire un post-mortem, tu vois, c'est une belle manière de plier les bagages, et on a dit au revoir à tous les gens qui nous ont aidés un par un pendant les quelques mois qui nous ont restés, donc on a eu la chance de finir tout ça en paix. Pourquoi vous avez décidé d'en parler aujourd'hui, Maurice, d'Epilab et de la fin d'Epilab, et pourquoi on est là aujourd'hui? On n'a pas monté une boîte... on n'a pas monté une marketplace qui mettait en relation des vendeurs de croquettes et des gens qui avaient des chiens en Californie. Pas du tout. On a essayé de révolutionner le monde, et franchement, c'était absolument extraordinaire. Et c'est, je pense, à la portée de beaucoup, de reprendre de la propriété intellectuelle française, mais voire internationale, et d'en faire des succès technologiques. Nous, on a tout mis, on était jeunes, mais il y a de nombreuses personnes qui devraient le faire, en fait. Qui ont les capacités mentales, scientifiques, des valeurs qui nous correspondent tous, et qui peuvent réaliser l'irréalisable. Et nous, c'est ce qu'on a voulu faire, et on espère que ça inspirera d'autres personnes. Rétrospectivement, vous diriez que ce sont quoi les key learnings que vous retirez de cette expérience? Je pense que le premier, moi, c'est de toujours poser des questions, et ça, aller demander de l'aide. Quel que soit notre niveau d'expérience, notre âge, c'est comme ça. Bon, il se trouve qu'on est là en train de parler de la fermeture de notre boîte, mais ça nous a évité beaucoup d'erreurs. Et un des gros key learnings, c'est qu'on a toujours vibré avec les gens avec qui on travaillait. Et donc, humainement, et en termes de valeur, en termes de vision, ça a toujours été un plaisir de travailler avec Maurice. On a partagé des moments fantastiques, mais avec notre équipe, avec tous nos partenaires jusqu'au bout, ça a été quelque chose de génial. Donc, si on veut aller dans une direction, il faut que tout le monde vibre vers cette idée. Et toi, Maurice, qu'est-ce que t'en retires de cette expérience-là? Déjà, ce qui est fondamental, c'est la transparence.
transparence avec soi-même, transparence avec son associé, transparence avec ses employés, ses partenaires, ses investisseurs et après le grand public. Il faut avoir un discours qui soit cohérent et il ne faut pas s'en mêler les pinceaux parce qu'en finalement on s'en mêle soi-même à vouloir essayer de pondre une version pour un interlocuteur au défaut d'un autre. Ça n'a aucun sens en fait pour soi. Donc il faut pouvoir se regarder dans le miroir pour pouvoir se lever le matin et avoir l'énergie de continuer à travailler sur le projet qui nous tient depuis des années parfois. La deuxième chose, c'est agir, à mon sens, c'est réfléchir. Il ne faut pas tourner autour du pot. S'il y a une problématique, on trouve une solution, on évalue les risques. Même s'il faut travailler jour et nuit pendant des semaines, des mois, on fait. Parce qu'en faisant, on génère des nouvelles opportunités et on génère des pistes de réflexion. Et c'est ce qui nous a tenus et c'est ce qui nous a permis d'atterrir correctement, je trouve. Ouais, vous avez énormément pivoté, vous avez cherché énormément de solutions, vous avez failli être sauvé à maintes reprises et potentiellement on pourrait être sur un épisode classique de Let's Find Out en racontant la levée de 20 millions que vous auriez fait avec des acteurs US si ça avait marché avec Cedar Sinai, si ça avait eu du sens. C'est quoi le conseil que vous donneriez à ce jeune entrepreneur? Vous avez commencé à lui parler, entrepreneur masculin ou féminin bien sûr, qui aujourd'hui en école d'ingénieur comme vous, qui regarde potentiellement les différentes technologies qui sont en train d'émerger. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? C'est quoi le message peut-être d'espoir que vous voulez lui transmettre? Il y a 1 milliard de problématiques à résoudre. C'est une sensibilité personnelle, mais il y a dans le monde écologique, mais il y en a partout en fait. Dans le monde social, dans l'éducation, dans les pays en développement, partout. Il y a des technologies qui résoudent et il y a des innovations à faire pour résoudre tous ces problèmes. Donc je pense que Maurice l'a dit, il faut y aller, il faut agir, il ne faut pas tourner autour du pot. Je l'ai dit tout à l'heure, mais le conseil c'est de demander de l'aide partout et de trouver des gens bienveillants qui peuvent vous soutenir. Et si quelqu'un est d'accord de faire un call avec vous, il sera peut-être d'accord d'en faire 10 pour vous aider, vous accompagner jusqu'au bout. Si vous deviez changer quelque chose dans l'histoire d'Epilab et le transmettre à un jeune là, qui voit une de ces technos, comment il peut y arriver, parce que malgré tout, j'ai quand même l'impression dans l'histoire que vous m'avez racontée que en fait vous êtes affronté à des mastodontes qui avaient des moyens énormes et des ressources très importantes. Comment on fait quand on est une petite start-up française qui va identifier une technologie de pointe pour y arriver? Alors y arriver, il y a plein de façons, potentiellement se faire acheter à un moment, mais pouvoir mener cette histoire jusqu'au bout et gagner. C'est une question difficile, vous l'aviez pas préparée. Bon, dans notre cas, c'est le timing. Franchement, on serait arrivé 5 ans plus tôt, on serait sur le marché là. Maintenant, on serait sur le marché. Pourquoi? Parce que finalement, le Covid a accéléré toutes les stratégies de dépistage à travers le monde. Bon, de manière générale, tous les marchés sont extrêmement complexes. Donc, le conseil principal que je donnerais, c'est être au contact le plus proche possible de toute la concurrence et de toutes les stratégies politiques associées à vos marchés. Pour nous, c'était la santé, mais il y a des dizaines d'autres marchés qui sont associés à des choses qui nous dépassent complètement. Par exemple, sur le marché du quantique. Le marché du quantique, il est très politisé. Les boîtes qui sont sur ce marché, elles dépendent de problématiques qui les dépassent complètement, en fait. Et donc, c'est très difficile, mais il faut être au contact de tout l'écosystème pour pouvoir ne pas se leurrer et être en face de son marché. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Mais n'importe quelle boîte qui est intégrée sur un marché hyper complexe se doit de prendre cette énergie, d'avoir l'énergie d'être au contact, même si la valeur n'est pas si palpable. Est-ce que... Oui, pardon. Oui, Clément. Un conseil que j'ajouterais, on en a parlé rapidement, c'est de connaître les enjeux de ses associés. Et c'est une des premières questions qu'on s'est posées avec Maurice, Elodie et Muriel, c'est de se dire, si on se lance dans cette aventure, qu'est-ce qu'on veut à court terme, à long terme? Muriel nous a dit, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire passer ma techno sur le marché.
Elodie, ce qu'elle a dit, moi ce qui m'intéresse c'est de la R&D, j'aime la biologie. Maurice il m'a dit, moi franchement faire une boîte de malades dans 10 ans, diriger une boîte de 100 personnes, quel rêve, et d'avoir sauvé la tuberculose. On était tous alignés autour de on veut avoir un impact, mais chacun à notre manière, et je pense que c'est primordial quand on s'associe avec quelqu'un. L'association, c'est, moi j'ai toujours dit, je vois plus Maurice que ma copine, c'est quelque chose de très fort, donc se mettre au début, s'aligner sur ce qu'on veut faire et ce qui est important pour nous, pour moi c'est vraiment une des clés. L'association, le mariage sans l'oreiller. J'adore le slogan en fin de podcast. Dernière question avant d'arriver sur la conclusion. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs de votre réseau que vous avez rencontrés, potentiellement à Polytechnique, que vous aimeriez bien entendre à ce micro? Moi, je pense que j'ai Côme de Cossé-Brissac de La Solive, qui est un entrepreneur brillant, très humain et qui a une boîte qui... On l'a rencontré il y a 2 ans au tout début. Il faisait des formations pour la rénovation énergétique. Je pense que c'était peut-être le tout début. Il nous a dit je vais faire des formations. Et 6 mois après, il avait formé des dizaines et des dizaines de personnes à la rénovation énergétique. Tout ça avec une humilité, un sourire, une joie fantastique. Ok. Alors, dernière partie. Non, oui, pardon, Maurice, tu voulais aussi. Vas-y, je t'en prie. Non. Jérôme Michon de InSpec, qui lui, je pense, va révolutionner notre manière de synthétiser des molécules. Ok. D'accord. Pour vos médicaments. Ok, tout un programme, donc on les contactera de votre part. En guise de conclusion, 10 questions très rapides. Quelle est votre plus grande fierté? D'avoir permis de générer des nouveaux axes de carrière grâce à Epilab. Ok, concrètement, pour vos collaborateurs, pardon? Ouais, pour nos collaborateurs, d'avoir permis d'insuffler une nouvelle vision sur leur vie professionnelle. Elodie et Muriel ont changé de poste dans le monde de la recherche, ce qui n'est pas facile, et la plupart de nos collaborateurs ont aujourd'hui un métier qui est plus évolué que ce qu'on leur avait proposé. Okay. Et moi, la fierté, c'était simplement d'avoir construit une équipe et un réseau qui est quasiment comme une famille. Ok, donc très axé sur l'équipe et la façon dont ils ont évolué. Ce serait quoi votre plus grand regret? Ne pas avoir vu notre test de dépistage être utilisé par des patients qui ont la tuberculose. Pareil, j'imagine, ça paraît logique. Quelle est la personne, le film, le bouquin, la musique qui vous inspire le plus, ou qui vous a inspiré le plus pendant cette période? Chose que vous avez lu ou écouté? Mermoz. Ok. C'est Kessel qui a lu Mermoz, qui a écrit Mermoz. Ok. Et toi, Clément? J'ai réfléchi. C'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Puisqu'on est dans un truc business, il y a un livre qui s'appelle le tailleur de diamants de Diamond Cutter, qui est un livre écrit par un moine bouddhiste qui, au bout de 20 ans, est allé faire du business à New York. Et donc, en fait, ça s'appelle Les conseils de Bouddha sur le manager votre business. Et c'est d'une profondeur absolue, et en plus, c'est parfaitement adapté au business. Et c'est Roberta, la directrice de l'incubateur de l'époque, qui me l'a offert. Ok, waouh. Je le conseille vraiment, il est très fort. Ça, c'est un sacré pitch. Est-ce que vous aviez une journée type? Une journée type. Là maintenant? Ouais, ou là maintenant, ou pendant Epilab? Pas de journée. On n'avait pas de journée type du tout, mais quand on était à Polytechnique, on arrivait, on disait bonjour à toute l'équipe, on se retrouvait à 2, et là on se crêpait de chignon dans le bureau pour trouver des solutions à toutes nos problématiques. On avait plein de calls avec plein de gens. Et qu'est-ce que j'oublie, Maurice? Préparer des dossiers. Ouais. On cherchait des conseils, beaucoup de conseils. Moi, j'ai un souvenir que... Le souvenir le plus fort que je garde de cette expérience, c'est que à chaque problématique, il y a une solution et il faut la trouver le plus rapidement possible. Parce que comme je le disais à tous nos employés, on est votre patron, mais on est avant tout votre secrétaire, parce qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous ayez la capacité de bien travailler. Il s'était nommé secrétaire officiel de la boîte. Et je dirais que toutes nos journées commençaient par un gros câlin et par une honnêteté totale sur notre nuit et sur notre situation personnelle. Non, c'est pas une blague, on peut arriver entre vous deux, le câlin. Entre nous deux. En mode, écoute, désolé Maurice, je vais être fatigué parce que j'ai mal dormi, parce que je me suis embrouillé avec ma copine, donc... ou alors je suis en pleine forme, on va faire une journée de fou. Mais ça commençait par ça. Donc Clément me faisait plus de câlins qu'à sa copine. J'espère que tu te rattrapes maintenant. Qu'est-ce que vous faisiez du coup le dimanche matin, si vous ne faisiez pas des câlins, vous deux? Dimanche matin. C'est du yoga, Maurice.
Dimanche matin. Le dimanche matin. C'est des questions open, hein, c'est pas forcément lié au business, hein, c'est une vraie question. Vous faites quoi le dimanche matin? Je prépare le brunch où je suis dans mon lit. C'est très beau aux Parisiens, je me rends compte. Ok, préparer le brunch dans son lit. Franchement, moi je pense que je vais faire un petit peu de yoga, je médite et je dois finir par une partie de tennis avant d'aller déjeuner. Juste pour rebondir sur ça, on s'est rencontrés, Maurice faisait du yoga depuis longtemps, moi je découvrais, donc on faisait dans mon jardin, Julien Josas, des postures et au début de nos journées de travail ressemblaient à des acrobaties un peu. Chose marrante parce que ce qui nous a aussi rapprochés, c'est que la petite amie de Clément et finalement Clément a fini par venir à mes cours de yoga en fait. Parce que tu donnes des cours de yoga? Ouais. Mais déjà à l'époque d'Epilab? Ouais, pendant Epilab, tous les mercredis soirs à 20h30, dans un studio à côté de la rue du Temple, je donne en fait toujours des cours de yoga. Attends, mais c'est un rendez-vous en plein podcast là. C'est magnifique. Hein. Donc voilà, vous voulez faire Allez-y. du yoga avec un entrepreneur, allez-y. Exactement, Ok. je vous attends. Comment vous voyez la suite? Question large. Hein. Moi, avec le sourire et plein d'espoir, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de choses à faire qui peuvent faire, qui peuvent rendre notre futur souhaitable et qu'on sera fier de donner à nos enfants. Maurice? Moi, je veux m'impliquer concrètement et qu'il y ait une valeur réelle à mes actions et voir le bénéfice de toute l'énergie que je déploie. Donc j'ai hâte de déployer mon énergie. Ok, tu peux nous en dire un peu plus? Bah venez le mercredi. Ok. C'est quoi votre prochaine boîte, s'il y a une prochaine boîte? Former les gens au métier du futur Ok. et aux enjeux actuels de la société pour, comme je l'ai dit, aller vers un futur qui donne le sourire. Ok. Et toi? Je pense que ça sera au prochain épisode. Le prochain épisode. Est-ce que vous avez un coup de gueule? On arrive à 2-3 dernières questions. C'est dur ça. Vous passez? Ok. Non, attends. Mais attends, un coup de gueule à nous deux, entre nous deux. Non, un coup de gueule, si vous voulez à vous deux, pas forcément. Un coup de gueule général sur le monde, sur... C'est très bateau, mais moi c'est un coup de gueule contre en fait la valeur qu'on donne, et tu l'as pas très peu fait aujourd'hui, mais qu'on donne aux gens et aux entreprises, qui est basée que sur l'argent. C'est très bateau, mais pour moi ça me fait toujours un peu mal d'entendre des gens qu'on félicite pour ce qu'ils font, alors qu'en fait ils génèrent des problématiques, mais comme ils font beaucoup d'argent, on les félicite. Ok. On y reviendra. Moi, franchement, j'ai un coup de gueule. Je trouve ça dommage que les formations qu'on a tous ne nous préparent pas à cette flexibilité un peu mentale qu'il faut avoir pour s'impliquer et changer un marché. On nous donne pas assez la parole. On nous apprend à être des très bons exécutants, mais on nous apprend pas à réfléchir par nous-mêmes. Et franchement, c'est pas 4-5 heures de philo par semaine en terminale qui nous apprennent à réfléchir par nous-mêmes. Ce qui nous apprend à nous réfléchir par nous-mêmes, c'est à nous poser des questions sur la vie de tous les jours, à s'intéresser aux médias, à s'intéresser à l'actualité. En fait, à se remettre vraiment en question, quoi. Ça, c'est une compétence qui est pas présente chez nous. Et que vous avez vraiment développé dans le cadre d'Epilab, quoi. En tout cas, on a essayé. Est-ce que vous avez une bucket list? Et si oui, elle est une chose qui aurait dans la bucket list que vous voudriez partager avec nous? Un endroit où aller méditer, or something. Moi honnêtement, avoir des enfants, et parce que comme ça m'est venu comme ça, c'était développer une entreprise qui demain fait du bien à l'humanité et qui donne du travail à des gens qui seront heureux d'aller au travail. Ok. Maurice? Question non préparée. Vas-y, la première chose qui te sort par la tête. Ouais, me réveiller le matin et avoir toujours plus d'énergie pour faire ce que j'ai à faire dans ma journée. Ouais. Peut-être refaire une boîte avec Maurice. Ouh, ok, d'accord. Ça, c'est très engageant. Et dernière chose, si vous deviez changer le monde, et vous y aviez été, hein, enfin, vous avez été proche de cet objectif-là, vous feriez quoi maintenant, fort de l'expérience qui a été la vôtre sur Epilab? Si vous deviez changer le monde, qu'est-ce que vous feriez? Former, communiquer, sensibiliser sur
sur aujourd'hui, l'humanité a pris des très mauvaises habitudes. Et moi compris, hein, on nous sensibilise pas encore assez à mes yeux. Maurice, pour changer le monde et pour terminer ce podcast ensemble. Et j'ajouterais, faites comme Jérémy, à qui je voudrais donner un coup de cœur, qui nous a accueillis chez lui au bout d'un mail. Salut Jérémy, on voudrait faire un post-mortem. Et bah vas-y les gars, venez, je vais faire un hors-série, donc merci beaucoup. Avec plaisir, ouais. Vous le méritez. Je pense que pour changer le monde, il faut qu'on accepte le moment. On vibre avec ce qu'on est en train de vivre et qu'on arrête de se leurrer. Donc pour changer le monde, moi j'aimerais bien transmettre ce message à tous. Waouh. Et travailler son empathie. Merci à tous les deux. J'ai été ravi de vous accueillir sur le podcast aujourd'hui pour ce post-mortem. C'est un exercice pas facile auquel vous êtes prêtés. Merci d'avoir fait en toute transparence. Merci pour le partage vraiment très fort qui a été le vôtre, qui va enrichir, j'en suis certain, nos auditeurs et puis tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Ça fait partie de l'entrepreneuriat. Vous y êtes allé à fond sur un projet qui avait un impact exceptionnel. Merci pour le temps, l'énergie que vous y avez mis. C'est pas perdu. Ça, c'est certain. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci, Jérémy. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses sur la levée de fonds. Si ce podcast vous a plu, aidez-nous à le faire connaître. Parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, qu'ils soient entrepreneurs en levée de fonds ou tout simplement curieux d'entrepreneuriat et d'innovation. Abonnez-vous dès maintenant sur vos plateformes préférées pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Donnez-nous 5 étoiles et surtout n'hésitez pas à mettre un super commentaire. C'est essentiel pour nous afin de gagner en visibilité et faire découvrir le podcast au plus grand nombre. Vous pouvez également bien sûr nous suivre sur LinkedIn, Instagram et YouTube pour découvrir les coulisses du podcast, continuer nos échanges et nous proposer les entrepreneurs que vous voulez absolument entendre à ce micro. Il me reste à vous donner rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt sur Let's Sound Out.